L'un des intellectuels les plus cités et influents au monde est le philosophe français Bruno Latour. Il est renommé pour sa philosophie des sciences qui intègre une perspective anthropologique. La clé de cette compréhension réside dans la théorie de l'acteur-réseau. La société est un processus où des relations hétérogènes, impliquant à la fois des êtres humains et non humains, sont constamment restructurées et transformées. Cela représentait un changement de perspective par rapport à la vision moderne de la société, qui établissait une distinction stricte entre les humains et les non-humains. Cette approche s'est également avérée efficace en écologie. Il est cependant décédé des suites d'une maladie en 2022. Il semble que Latour ait envisagé une nouvelle ère politique mettant l'accent sur l'écologie durant la pandémie du Covid-19. Publié un an avant la mort de Latour, cet ouvrage, écrit par un philosophe qui a côtoyé Latour dans ces dernières années, explique comment la pandémie du Covid-19 a validé les théories de Latour et traduit l'aboutissement de son œuvre intellectuelle. Nous avons eu l'opportunité d'entendre Patrice Maniglier, l'auteur de ce livre et philosophe à l'Université de Nanterre, nous en parler. C'est un livre qui cherche à faire trois choses à la fois. D'un côté, introduire à la pensée de Bruno Latour. Ensuite, introduire à la question qui me semble la question centrale de notre moment présent, aussi bien du point de vue politique que philosophique, que économique, social, qui est la question qu'est-ce que ça veut dire être terrestre? Comment faire remonter notre condition terrestre dans le quotidien de notre existence ici. Et la troisième question, c'est quel usage philosophique et politique on peut faire de la pandémie de Covid-19 qui a mis au jour euh, une certaine forme, on pourrait dire, de la mondialité, c'est-à-dire du caractère mondial, du fait que à travers les frontières, à travers les continents, à travers les langues, à travers les cultures, eh bien nous nous retrouvions synchronisés d'une certaine manière dans l'expérience de la pandémie, certes de manière très inégale et très différente, mais quand même malgré tout pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je pense, un nombre considérable, plusieurs milliards d'êtres humains ont été soumis au même type d'action gouvernementale qui était en fait ce qu'on a appelé le lockdown en anglais, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au regard de l'histoire de la mondialisation, finalement? Et je crois que la leçon à tirer de la pandémie, c'est justement que ce qui nous rassemble au niveau mondial, c'est notre condition terrestre. Et ça, c'est quelque chose que la mondialisation néolibérale n'avait pas anticipé. Le néolibéralisme est au fond un concept, d'une certaine manière, de la mondialisation, mais c'est un concept de la mondialisation qui a évacué sa propre condition terrestre. Et d'une certaine manière, cette condition terrestre fait retour, elle revient, au sens d'un retour de refoulé, au sens de la psychanalyse de Freud, elle revient dans des expériences comme l'expérience de la pandémie, dont je dis qu'elle est au fond à la fois une métonymie et une métaphore du réchauffement climatique. Une métonymie parce que d'une certaine manière, c'est une partie du processus dont le réchauffement climatique est une forme plus grande et dont d'une manière générale, l'effondrement de la biodiversité et l'atteinte de différentes limites planétaires sont la forme complète, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de place sur Terre pour le projet néolibéral. Et c'est aussi une métaphore parce que ça nous aide à penser justement qu'est-ce que ça veut dire être ensemble ou être dans un monde global. Et donc, vous font les trois aspects, c'est-à-dire la question de la tour, la terre et la pandémie, se réunissent dans une question qui est la mienne, qui est qu'est-ce que ça veut dire au fond vivre dans un monde global? Qu'est-ce qui nous unifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quelle forme de la totalité et contemporaine de notre existence présente.
J'ai rencontré l'œuvre et la personne de Bruno Latour aux alentours des années 2010, à la suite d'un travail que je faisais, au fond, sur la question du comparatisme, en anthropologie en particulier, autour de ce qui s'est nommé à un moment le tournant ontologique en anthropologie, avec des figures comme Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, qui est un anthropologue brésilien, Tim Ingold, qui est un anthropologue de langue anglophone, Marilyn Strathern, enfin, un certain nombre de Roy Wagner, un certain nombre disons, de figures de l'anthropologie contemporaine ont renoncé, on va dire, à décrire leur activité comme une description de différentes cultures. C'est-à-dire, on pensait que l'anthropologie devait cesser de se décrire à travers la notion de différence culturelle et mis en avant l'idée sur laquelle, au fond, les différences sont des différences vraiment de mode d'existence. Donc certains disent de nature-culture, d'autres disent d'ontologie, d'autres disent de mode d'existence, mais on voit bien que l'idée, c'est que la réalité elle-même est plurielle. Et donc ça, pour le philosophe que j'étais, qui est depuis très longtemps intéressé par la question de l'anthropologie, parce que je suis un spécialiste du structuralisme, dont l'héritage est de Saussure pour la linguistique, mais aussi surtout de Lévi-Strauss pour l'anthropologie. C'est ce mouvement-là qui m'a amené à m'intéresser à tout ça. Et donc, bon, cette nouvelle version, disons, de l'anthropologie contemporaine impliquait quelque chose de philosophique, qui est l'idée sur laquelle l'être n'est pas univoque, n'est pas universel, l'être est multiple, lui-même multiple. Et pour la pensée, on pourrait dire moderne, ça mettait en cause une distinction entre d'un côté la nature qui serait unique et d'un autre côté les cultures qui seraient plurielles. Et là, on voit bien qu'en fait, la distribution entre l'un d'un côté et le multiple de l'autre, nature, culture, ben, ne marche plus. Et au fond, ce sont les assemblages nature-culture qui eux-mêmes sont différents. Et alors, dans le cas de la pandémie, on voit très bien que c'est au fond impossible de distinguer finalement des variants qui seraient spécifiquement biologiques et de leur modalité d'expression sociale et culturelle. Si l'Afrique, par exemple, est un continent où la pandémie n'a pas du tout eu le même type d'incidence, ça n'est pas uniquement pour des raisons biologiques, c'est aussi pour des raisons biologiques, c'est-à-dire que le fait que c'est un continent jeune, où il y a beaucoup de personnes très jeunes, qui sont donc plus résistantes en fait à cette maladie, mais c'est aussi pour des raisons culturelles, enfin entre guillemets culturelles, c'est-à-dire que les moyens de transport sont beaucoup moins rapides, et peut-être pour d'autres raisons d'ailleurs, bon, qui font que donc les différences dans les modes d'incidence de la pandémie sont frappantes. Et au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que plus on comprend qu'on fait partie d'une question commune, qui est au fond la question de la Terre, qu'on n'a qu'une seule Terre, et bien plus on est sensible aux différences et même aux inégalités par lesquelles cette unité se manifeste. Par exemple, la pandémie, ce qui est important, c'est justement que comme son préfixe pan, ça veut dire tout, comme dans panique, hein. Donc la pandémie, elle nous unifie par définition, c'est ce que veut dire pandémie, ça fait un. Mais d'un autre côté, justement, cette unité même met en évidence les inégalités. Et là, on l'a très bien vu, en tout cas pour les pays comme la France, c'était évident qu'il n'y avait pas les mêmes, disons, distributions des modes d'action, des manières de vivre dans ce tout, hein, qui était le tout pandémique. Et que, par exemple, les habitants des quartiers populaires de la région parisienne eh bien, étaient en fait beaucoup plus exposés, non seulement parce que les infrastructures de santé sont plus faibles, mais aussi parce que tout simplement ils devaient travailler, hein, travailler pour les gens qui par ailleurs, eux, étaient confinés et qui avaient des métiers, par exemple, intellectuels ou des métiers de conception, et pas des métiers, par exemple, comme livreur, manutentionnaire, ouvrier, enfin, encore que bon, une partie de l'activité ouvrière a été arrêtée. Mais tout ce qui est, par exemple, la logistique, bah, en fait, ça, c'était pas arrêté du tout. Et bien sûr, toutes les professions de la santé, hein. Et donc là, au fond, on voit bien que c'est comme une guerre. C'est exactement comme une guerre. C'est-à-dire que la guerre,
elle présente une unité, c'est-à-dire que tout le monde dans la collectivité est en guerre, mais précisément parce qu'elle présente cette unité aussi, elle expose les inégalités et on pourrait dire même les étanchéités, les séparations complètes en fait entre des mondes. Voilà, en Ukraine en ce moment c'est assez flagrant, quoi. C'est-à-dire il y a effectivement des gens qui peuvent avoir une vie dorée et d'autres qui payent au prix de leur vie, en fait, la possibilité pour les autres de vivre, donc, et de vivre très bien. Donc, du coup, ce que je trouve intéressant dans cette situation aussi, c'est de se demander ce que l'expérience de la pandémie, mais aussi l'expérience du réchauffement climatique, et plus généralement de la reterrestrialisation, du retour sur Terre de nos modes d'existence, nous oblige à repenser des modalités de l'inégalité et plus généralement de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire faire une politique à l'âge de la Terre, faire une politique reterrestrialisée? Est-ce que ces inégalités sont finalement les mêmes que les inégalités, disons, issues de la société industrielle et capitaliste du 19e siècle? Ou est-ce qu'elles sont un peu différentes? Et moi, je pense qu'elles sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution des divisions, des partages, des alliances et des conflits du fait du réchauffement climatique. On doit construire d'autres alliances et d'autres conflictualités, et qui ne sont pas les mêmes que celles, par exemple, du mouvement ouvrier face à la classe capitaliste. Et ça, c'est donc quelque chose que Bruno Latour m'a aidé à penser. Donc, ce n'est pas pour ça que je me suis rattaché à l'œuvre de Bruno Latour. Je me suis rattaché, comme je l'ai dit, à l'œuvre de Bruno Latour au moment où il a écrit, où il travaillait sur un livre qui s'appelle L'enquête sur les modes d'existence, qui est justement un livre sur le pluralisme ontologique, sur le fait qu'il y a différentes manières d'être et que être ne se dit pas en un seul sens, mais en plusieurs sens, et qu'au fond, peut-être qu'il n'y a pas de sorcier en Europe, comme disait un célèbre informateur africain à un anthropologue britannique qui était Vance Pritchard. Il disait, peut-être il n'y a pas de sorcier chez vous à Londres, mais chez nous, il y en a. Donc, est-ce qu'on peut prendre au sérieux ce type de remarques et dire que ce n'est pas juste un problème de représentation différente, mais c'est vraiment des manières d'être? Et qu'est-ce que c'est, par exemple, que le mode d'existence des objets scientifiques? Qu'est-ce que c'est que le mode d'existence d'un virus? Un virus, peut-être il n'existe pas comme une tasse ou comme le soleil que je ressens sur ma peau. Peut-être il a un mode d'existence différent, et de la même manière, des esprits n'existent pas de la même manière que des virus, qui n'existent pas de la même manière peut-être que des objets techniques. C'est ça l'enquête de Latour. Et ça m'a beaucoup... ça correspondait à des choses, à des questions que je me posais à partir du structuralisme, à partir de Saussure, en fait, parce que je pense profondément que le langage, les entités du langage qui font que nous avons cette interaction maintenant, sont justement des modes d'existence qui ont été mal conçus. On croit que c'est juste des sons auxquels on associe des idées immatérielles. Eh bien, je crois que ce n'est pas vrai. En fait, c'est des modes d'être différents de la tasse, différents du virus, différents de l'objet technique. Et donc, j'avais cette question, et donc j'ai fini par me rendre compte que Latour, dans la dernière version de son œuvre, parce qu'il a lui-même évolué d'une certaine manière, il avait aussi cette question. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré Latour. Mais à partir de là, s'est mis en place une amitié, un compagnonnage intellectuel et affectif. Et j'ai appris énormément de Latour, et j'ai notamment d'ailleurs appris à comprendre l'enjeu de la terrestrialité que je n'avais pas les moyens d'appréhender complètement avec ma notion de structure, avec mon structuralisme lévi-straussien. Mais en même temps, j'ai eu le sentiment que mon structuralisme m'aidait à comprendre la Terre et pouvait lui apporter quelque chose à Bruno Latour, parce que la structure, c'est justement une unité qui se confond avec la diversité de ses variantes. Par exemple, un mythe, d'après Lévi-Strauss, ça n'est pas un squelette qui retiendrait tous les éléments qui sont également dans toutes les versions d'un mythe. Non, la structure d'un mythe, pour Lévi-Strauss, c'est ce qui explique leur divergence, le fait qu'il y a plusieurs versions. Donc, c'est en fait fait de différences. Et je crois qu'on peut dire la même chose de la Terre aujourd'hui. L'unité de la Terre, elle est exactement ce qui fait qu'on est terrestre différemment les uns et les autres. Et donc, le système ou la matrice
des différences de terrestrialité constituent l'unité de la Terre. C'est ce que j'appelle la Terre structure. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Latour, mais aussi Latour non seulement m'a appris au fond, m'a introduit à cette question de la Terre à travers la question du réchauffement climatique et de la catastrophe écologique globale, parce que au fond, la question écologique jusqu'à récemment était une question c'est des questions qui étaient plus locales finalement. Avec le réchauffement climatique, avec la question des limites planétaires, la dimension globale est devenue absolument incontournable. Et j'ai vite perçu que cette dimension planétaire constituait un ressort critique par rapport notamment au capitalisme, qui était irremplaçable. C'est-à-dire que la critique du capitalisme avait été un peu désactivée par le néolibéralisme, mais si on montrait qu'en fait, il n'y avait pas d'espace terrestre pour le capitalisme tel qu'il existe, eh ben, en fait, c'est un outil critique qui nous permet de repenser, qui nous oblige à reposer la question, est-ce que vraiment le capitalisme est l'horizon du déploiement de nos activités sur la Terre? Et je pense que la réponse est non, en fait. Il ne peut pas l'être, parce qu'il n'y a pas de place pour ce capitalisme. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais celui-là, en tout cas, tel qu'on le connaît depuis l'origine, il n'a pas d'avenir, tout simplement. Donc, il ne peut pas être promesse d'avenir. Donc bon, alors ça c'était quelque chose sur lequel Latour lui-même n'était pas aussi radical que moi, ou aussi ferme que moi, c'est-à-dire il n'était pas anticapitaliste de manière un peu a priori, comme je l'étais avec beaucoup d'autres, mais quand même il donnait des outils à la critique du capitalisme qui je crois sont des outils vraiment irremplaçables. Et de fait, lui-même, à la toute fin donc, de son œuvre, avant malheureusement de mourir d'un cancer, à la fin de son œuvre, il a beaucoup travaillé sur la notion de classe écologique. Il a cherché à repenser, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui des divisions, des conflits politiques et des conflits sociaux à l'âge de la Terre. Et il a construit ce concept de classe écologique et de lutte des classes écologiques, de ce qu'il a appelé des géoclasses, c'est-à-dire des classes qui sont définies par leur manière d'être sur Terre. Et donc, par exemple, on pourrait dire que ce n'est pas parce qu'on appartient à la même classe sociale, d'une certaine manière, qu'on appartient à la même classe géosociale. Par exemple, des gens qui ont une vie, on va dire, de la bourgeoise dans des quartiers relativement privilégiés à Paris aujourd'hui, peuvent en fait avoir un mode de terrestrialité qui est très différent, hein, en fonction, par exemple, disons, prenons un indicateur qui n'est pas parfait, mais qui est quand même, qui a le mérite d'exister, qui est ce qu'on appelle les émissions carbone. Donc, par exemple, moi, j'ai des émissions carbone qui sont en fait très faibles, alors que mon voisin de palier, qui au fond pourrait avoir le même type d'existence que moi en apparence, a en fait des émissions carbone très élevées, tout simplement parce que il prend souvent l'avion pour aller en vacances, en week-end, à Séville ou à Berlin, ou etc., parce qu'il n'est pas végétarien, parce que... Donc, il y a des petites choses qui nous apparaissaient jadis, du point de vue de la pensée politique classique, notamment par exemple marxiste, qui nous apparaissaient pas pertinentes, en fait, qui en fait sont pertinentes et qui vont permettre de construire des alliances de classe qui vont déplacer, disons, le conflit de classe aujourd'hui. Et au fond, c'est ça l'enjeu, parce que le grand risque aujourd'hui, c'est que les pauvres considèrent que l'écologie se fait contre eux. Donc, c'est ce qui s'est passé en France, avec notamment le mouvement des Gilets jaunes, où on a bien vu que la question écologique s'est superposée sur la question sociale, puisque des gens se sont révoltés contre l'augmentation du prix du pétrole, contre l'augmentation des taxes sur le pétrole, ce qui est en soi plutôt une bonne chose, que le pétrole coûte plus cher, parce que de fait, il coûte plus cher. Son prix social et réel, matériel, est infiniment sous-estimé, quoi. Ce qu'il va falloir réparer à cause du pétrole est énorme, en fait. C'est comme voilà, le tabac, enfin, ça coûte très cher, en fait, à la société. Mais en fait, il n'est pas évalué à son juste prix. Donc, c'est logique de monter un peu le prix, mais évidemment, si c'est fait d'une manière aveugle, d'une manière systématique, sans mesure sociale ou sans transformation de la structure économique et sociale du monde, en fait, ça écrase les gens qui ont déjà le plus de mal à vivre.
Et donc, il faut créer des alliances de classe qui soient diagonales par rapport à ces alliances-là. Sinon, le risque, effectivement, c'est qu'on n'est pas capable, soit pas capable de construire un mouvement écologique de masse. Et c'est ça l'enjeu. Et ça, je veux dire, Latour le dit simplement, et c'est très clair, et c'est très vrai, dit, bah, au fond, l'enjeu écologique aujourd'hui est le même que celui du mouvement ouvrier en 1840. C'est de construire une transformation politique absolument gigantesque. Mais pour ça, il faut construire les bases sociales qui vont soutenir cette transformation politique. Sinon, bah, évidemment, il y aura rejet de toutes les parties de la société. Donc, il faut construire des bases de classe. Et ça, c'était assez amusant de voir que quelqu'un comme Latour, qui n'était pas du tout un esprit marxiste, qui n'était pas du tout formé à l'anticapitalisme, retrouve cette notion de classe et de lutte des classes pour penser la situation politique contemporaine. Donc, voilà comment, finalement, mon parcours avec Latour s'est verrouillé. Donc, dans ce livre, j'essaye de montrer en quoi à travers la pandémie, on voit la pertinence des propositions que Latour fait sur les classes géosociales, parce que là, on voit effectivement dans la pandémie que la stratégie des États a été précisément de faire semblant qu'il n'y avait pas de différence de classe pandémique, on pourrait dire. On a fait comme si il fallait simplement sauver l'appareil productif en mettant beaucoup d'argent public, en compensant les pertes financières. Et en fait, cette manière de faire comme si tout le monde devait, en quelque sorte, recevoir de l'argent, a aggravé de manière extraordinaire les inégalités, notamment en fait les inégalités entre le capital lui-même et le travail, mais aussi au sein du travail, les inégalités entre différents types de travail, au lieu de prendre occasion de cette pandémie, de ce moment de mise en crise de l'appareil productif, pour savoir justement qu'est-ce qui, dans cet appareil productif, méritait d'être soutenu et qu'est-ce qui, au contraire, devait être abandonné. Et faire ce travail aussi en invitant la population, c'est ce que Latour proposait, ce qu'il appelle les cahiers de doléances, comme pendant la Révolution française. Donc, c'était l'idée d'inviter la population, chacun et chacune, dans son coin, à se demander de quoi il peut se détacher et à quoi il pourrait se rattacher, quels alliés inattendus il pourrait peut-être trouver, et quels ennemis, en fait, d'une certaine manière incontestables, il reconnaît comme étant les siens ou les siennes. Donc ça, c'est le travail que Latour proposait. Et c'est un travail, à mon avis, très intéressant. C'est-à-dire que Latour a essayé d'envisager quelles seraient les formes politiques adaptées à à la situation écologique, c'est-à-dire à la situation, disons, de l'atterrissage forcé de nos modes d'existence. Et là, un peu comme Rousseau, moi je trouve, et un petit peu comme Rousseau au XVIIIe siècle, qui a essayé d'imaginer de manière utopique des formes d'organisation politique comme finalement un nouveau type de parlementarisme, la notion de volonté générale, des choses comme ça. Rousseau a imaginé, c'était une utopie au fond, c'était un rêve, quoi. Hein, et Rousseau a imaginé les formes politiques adaptées à l'âge, on va dire, au début de l'âge des masses, finalement, en tout cas de la démocratie. Mais je crois que Latour, c'est un peu le Rousseau d'aujourd'hui, c'est le Rousseau de la question écologique. C'est quelqu'un qui a essayé d'imaginer quelles étaient les formes, au sens vraiment artistique du terme même, c'est-à-dire quel mode de visibilisation, de représentation, de sensibilisation, de perception, d'esthétique, quoi. De quelle esthétique la politique a besoin, de quelle forme on a besoin. Et c'est là où il a inventé cette histoire des cahiers de doléances. Enfin, il a fait plusieurs expériences et qui continuent d'ailleurs dans sa postérité, et qui ont toutes pour but d'essayer de nous doter, de commencer à fabriquer, de bricoler les embryons de ce que seront les formes de l'organisation politique de l'avenir pour les 50 ou 100 prochaines années, c'est-à-dire ces années où, de fait, il va falloir faire la fameuse transition écologique. Et la transition écologique, ça veut juste dire faire revenir nos modes d'existence et nos modes de vie sur la Terre. Et pour ça, ça veut dire que certaines choses doivent être abandonnées et d'autres choses doivent être cultivées, que certaines alliances doivent être cassées et que d'autres doivent être construites. Donc voilà. Donc là, mon livre, au fond, il cherche à présenter toutes ces idées-là. Et d'une certaine manière, il est l'aboutissement de mon amitié avec Latour. Et je voudrais terminer en disant que je l'ai écrit alors que je savais que Bruno Latour m'avait dit que
la maladie ne lui laissait probablement plus de chance, même s'il a vécu encore longtemps. Il s'est battu contre la maladie de manière extraordinaire, en fait. Et il a vécu beaucoup plus longtemps que ce que les médecins ne lui avaient dit. Et c'est au moment où il m'a annoncé, en fait, que la maladie était revenue et qu'elle semblait définitive, que j'ai ressenti la nécessité de dire au monde ce que j'avais lu et vu dans l'œuvre de Latour et pourquoi il me semblait finalement le penseur le plus important du moment. Et, car en France en particulier, l'œuvre de Latour était pas très connue en fait. Et donc j'ai voulu en quelque sorte tirer la cloche et dire regardez ici il y a une grande pensée en fait. Ne la laissez pas disparaître avant de la reconnaître, avant de lui dire merci au moins. Et j'ai la satisfaction d'avoir vu que c'est arrivé, c'est-à-dire je crois que l'espace public français a reconnu la présence en son sein sous la figure de Bruno Latour, d'un très très grand penseur qui probablement continuera à nous influencer pour les décennies.